Je m'appelle Ethan. J'ai 35 ans et mon père a essayé de donner ma propre maison à mon frère comme héritage anticipé, juste devant moi. Avant de vous raconter comment cela m'a amené à signifier des avis d'expulsion à toute ma famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. L'air dans la salle à manger de mes parents était assez épais pour être coupé au couteau. C'était l'une de ces lourdes tables en chêne antique, le genre qui est censé représenter l'héritage familial et la stabilité transmise de génération en génération. Pour moi, à ce moment-là, cela ressemblait à un billot, et j'étais celui sur le point d'être sacrifié. Mon père, Richard, se tenait en bout de table, une position qu'il occupait dans tous les aspects de nos vies. Ses mains étaient jointes derrière son dos, une posture qu'il adoptait lorsqu'il était sur le point de décréter, non de discuter. Ma mère, Eleanor, était assise à sa droite, son expression un masque étudié de préoccupation maternelle qui, je le savais, pouvait cacher une volonté de faire. En face d'eux était assis mon frère aîné, Léo, et sa femme, Sophia. Léo était penché en arrière dans sa chaise avec un sourire narquois qu'il ne prenait même pas la peine de cacher, ayant l'air d'un roi attendant son couronnement. Ma sœur cadette, Chloé, et son mari, Daniel, étaient perchés nerveusement sur leur chaise, les yeux allant de mon père à moi, comme des spectateurs à un match de gladiateurs. Et puis il y avait moi, silencieux, observant, sentant le froid familier d'être l'étranger dans ma propre famille. Comme vous le savez tous, commença mon père, sa voix tonitruante d'une autorité que personne n'avait jamais osé remettre en question. Votre mère et moi avons réfléchi à l'avenir, à l'héritage, à nous assurer que tout le monde soit pris en charge dans ce monde incertain. Je sentis un œuf froid se former dans mon estomac. Je connaissais ce discours. C'était le préambule d'une décision qui avait déjà été prise, un verdict rendu dans un tribunal où je n'étais pas autorisé à présenter une défense. Léo, dit mon père en se tournant vers mon frère avec un sourire fier qui illuminait tout son visage. Tu as une famille qui s'agrandit, 4 beaux enfants. Tu es un homme de stature dans la communauté. Tu as besoin d'espace, de stabilité. Ta mère et moi avons décidé qu'il était temps que tu emménages dans le domaine principal. Il parlait de ma maison. Le vaste manoir de 6 chambres avec la piscine et le jardin de 3 acres que j'avais minutieusement aménagé moi-même. La maison dans laquelle je vivais depuis 8 ans. La maison que j'avais payée. Sophia halta théâtralement, posant une main sur le bras de Léo. Oh, Richard, on ne sait pas quoi dire. C'est trop. Léo hocha simplement la tête, ce regard suffisant se transformant en un pur triomphe. Papa, c'est incroyablement généreux. On te rendra fier. C'est l'endroit parfait pour que la famille se réunisse pour les fêtes. Mon père tourna alors son regard vers moi. Il n'y avait aucune chaleur, seulement le reflet froid et dur de l'attente. Ethan, ton travail est sur l'ordinateur. Tu peux le faire de n'importe où. Nous avons fait en sorte que l'appartement du garage soit préparé pour toi. C'est un espace parfaitement convenable pour une personne. Très peu d'entretien. L'appartement du garage. 600 pieds carrés au-dessus de l'odeur d'huile et de vieille peinture. Il a dit cela si nonchalamment, comme s'il réaffectait des corvées, comme si ma vie était une pièce de puzzle qu'il pouvait simplement déplacer vers une partie moins importante du plateau. Chloé intervint, sa voix vive d'opportunisme. Et le Penthouse, papa? Tu sais, Daniel et moi cherchons un pied-à-terre en ville pour le réseautage. Ce serait parfait pour mon entreprise. Bien sûr, déclara mon père en agitant une main magnanime. Le Penthouse ira à Chloé. Il est mieux utilisé pour créer des liens que pour je ne sais quoi que fait Ethan là-bas. La pièce tournait. Il dépeçait ma vie, mes biens, mon succès durement gagné, et les distribuait comme des cadeaux de fête. Ils avaient déjà prévu les camions de déménagement. Je pouvais le voir dans leurs yeux. La décision était prise. J'étais simplement informé du verdict. Mon père me regarda, attendant ma conformité, le hochement de tête silencieux que je lui avais donné toute ma vie. Mais quelque chose en moi, une corde qui avait été tendue pendant 8 longues années, pendant toute une vie à être négligée, a finalement cédé. Je m'éclaircis la gorge. Le son était faible, mais il a transpercé les murmures de célébration comme un coup de feu. 7 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Et alors que j'allais parler, le monde sembla se dissoudre, me ramenant 8 ans en arrière, au moment où toute cette mascarade avait vraiment commencé. Le jour où j'ai pris une décision par amour qui allait finalement ouvrir la voie à ce moment même de trahison. Il y a 8 ans,
cette même table de salle à manger avait été un champ de bataille d'un autre genre. Elle n'était pas couverte d'argenterie polie et de porcelaine fine, mais de piles de factures impayées, d'avis de saisie à l'aspect menaçant avec des lettres rouges, et de lettres de créanciers en colère. La crise financière de 2008 avait frappé notre famille comme un ouragan, et la petite mais autrefois prospère entreprise de construction de mon père, bâtie sur des poignées de main et un optimisme obstiné, avait été anéantie presque du jour au lendemain. Le monde avait changé et il n'avait pas changé avec lui. J'avais 27 ans à l'époque, et le souvenir est gravé dans ma mémoire. Je suis entré et j'ai vu mon père, un homme que j'avais toujours vu comme un titan invincible, affalé sur la table, la tête dans les mains. Ses larges épaules étaient voûtées par la défaite. La voix tonitruante avait disparu, remplacée par un murmure d'effet alors qu'il parlait à ma mère. Ma mère essayait d'être forte, mais ses mains tremblaient alors qu'elle préparait une cafetière de café qu'elle savait que personne ne boirait. Léo faisait les 100 pas dans le salon, criant dans son téléphone à un banquier qui avait depuis longtemps cessé d'écouter. Chloé pleurait dans un coin, non pas à cause de la ruine imminente de la famille, mais parce qu'on venait de lui dire qu'elle devrait peut-être vendre la voiture toute neuve pour laquelle mes parents s'étaient portés garants. Ils allaient tout perdre. La maison principale, celle que mon père avait construite et qu'il considérait comme le joyau de sa vie, était à quelques semaines d'une vente aux enchères du shérif. La première maison de Léo, achetée au plus haut du marché, était si loin sous l'eau qu'il se noyait dans des capitaux propres négatifs. Le townhouse à la mode de Chloé était le suivant. Même le petit chalet au bord du lac, le lieu de tous nos meilleurs souvenirs d'enfance, était sur le billot. L'héritage familial se transformait en poussière sous leurs yeux. Un mois avant que cette crise ne frappe, j'avais vendu ma première start-up de logiciel. C'était un succès modeste selon les normes de la Silicon Valley, mais pour un jeune de 27 ans qui avait vécu de ramen et de caféine pendant 3 ans, le gain de 4,5 millions de dollars après impôt était une fortune qui changeait la vie. Je n'avais pas dit à ma famille le montant exact. Quand ils ont demandé, j'ai juste dit que je m'en étais bien sorti. Dans ma famille, Léo était la success story avec son travail de vente tape à accent grave-l'œil et sa personnalité charismatique. J'étais le nerf de l'informatique, le silencieux dont les réalisations étaient abstraites, irréelles pour eux. Et honnêtement, je ne voulais pas de l'attention. Je ne voulais pas qu'ils me voient comme un distributeur de billets ambulants. J'avais vu comment ils traitaient l'argent, comme quelque chose à dépenser, à exhiber. Je le traitais comme un outil, comme une sécurité. Mais les voir briser comme ça, voir la terreur sincère dans les yeux de ma mère et la défaite écrasante sur le visage de mon père, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Cette nuit-là, j'ai appelé mon ami d'université, Ben Carter. Ben était devenu un avocat vif et pragmatique avec un esprit comme un piège d'acier. On s'est retrouvés dans un restaurant ouvert 24h24. L'air était épais d'une odeur de café rassis et de désespoir. Ça semblait approprié. Ils vont tout perdre, Ben, dis-je, ma voix à peine un murmure. J'ai expliqué toute la situation, les avis de saisie, l'ampleur de la dette. Il a pris une lente gorgée de son café. Ça arrive à beaucoup de gens, Ethan. C'est une situation difficile. Il y a des options. Il pourrait déclarer faillite, essayer de restructurer. Non, dis-je en secouant la tête. La faillite détruirait mon père. Sa fierté et tout ce qui lui reste. Et Léo, il trouverait juste un nouveau moyen de s'endetter. Je peux arranger ça. J'ai l'argent. Je peux acheter les propriétés. Ben a posé sa tasse et m'a regardé, ses yeux sérieux, analytiques. Tu veux dire, leur prêter de l'argent? Non, dis-je, ma voix ferme. Ça ne marcherait jamais. Ce ne serait qu'un pansement temporaire et mon père le verrait comme une aumône. Je veux dire, je veux les acheter. Toutes. La maison de Léo, celle de Chloé, le chalet, les 6 unités de location dont ils dépendaient pour leur revenu de retraite. Je veux tout acheter discrètement avant que la banque ne les prenne. Ben s'est penché en avant, son esprit juridique en ébullition. Ethan, comprends-tu ce que tu suggères? Tu serais leur propriétaire secret. C'est un champ de mine. Légalement, c'est propre si on le fait correctement. On crée une société holding, une SARL. Elle rachète les propriétés en pré-saisie à la banque. Pour le monde entier, une société anonyme a vu un bon investissement. Mais émotionnellement, Ethan. J'ai déjà vu des situations comme ça. Les secrets dans les familles sont comme des bombes à retardement.
Ça pourrait te péter à la figure un jour. Quelle est l'alternative, ai-je demandé, le désespoir clair dans ma voix. Les laisser finir à la rue? Laisser mon père perdre la maison dans laquelle il a mis tout son cœur? C'est la seule façon de le faire sans briser son ego. Ils n'auront jamais à savoir que c'est moi. Je posséderai les propriétés. Je paierai les impôts et les assurances. Et je les laisserai y vivre sans loyer. Ils pourront se remettre sur pied et je pourrai protéger les biens de la famille. Ben a soupiré en se frottant les tempes. Tu as un bon cœur, mec. Trop bon. Peut-être que ça fait de toi une bonne personne, mais ça peut faire de toi un terrible client. D'accord, si tu es décidé, on le fait dans les règles. On appellera la SARL et Clearview Holdings. Aucune trace papier ne remontera jusqu'à toi. Je m'occuperai des transactions via une série de sociétés écrans. Mais je le consigne. Je te conseille, en tant que ton avocat, d'avoir un accord formel avec eux, au moins, même pour $1 par an, quelque chose qui établisse la réalité juridique de la situation. Non, ai-je insisté, ma voix remplie d'une certitude naïve. Pas d'accord. Il faut qu'ils aient l'impression d'être toujours propriétaires. Mon père. Ça le tuerait de savoir qu'il est locataire dans sa propre maison. Il s'agit de les sauver, pas de les contrôler. C'était mon erreur. Ma plus grosse, ma plus naïve erreur. J'ai choisi leurs sentiments plutôt que les faits. J'ai choisi d'être le sauveur silencieux, le filet de sécurité invisible. Seul dans mon appartement cette nuit-là, j'ai viré les fonds sur le compte séquestre que Ben avait mis en place. Voir des millions de dollars quitter mon compte me semblait moins significatif que le poids écrasant du secret que j'endossais. Au cours des mois suivants, Ben a opéré sa magie juridique. Clearview Holdings LLC a acquis 12 propriétés dans une transaction multibancaire complexe. Les avis de saisie ont cessé. Les appels téléphoniques en colère se sont tus. Ma famille pensait qu'un investisseur anonyme avait racheté leurs dettes en souffrance et, pour une raison étrangement bienveillante, ne les expulsait pas. Ils ont appelé ça un miracle. Mon père, sa confiance restaurée, a prétendu que c'était sa négociation habile qui avait convaincu les nouveaux propriétaires d'être cléments. Ils ont organisé une grande fête pour célébrer leur bonne fortune. À cette fête, mon père, tenant une coupe de champagne, m'a tapé dans le dos. Tu vois, fiston, parfois il faut juste avoir la foi. Le monde récompense ceux qui travaillent dur. J'ai juste souri et hoché la tête. Le secret pesant sur moi comme un objet physique. Pendant 8 ans, j'ai porté ce poids. Pendant 8 ans, j'ai été le socle silencieux et non reconnu de toute leur existence. Je l'ai fait par amour. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mais alors que je me tenais dans cette salle à manger 8 ans plus tard, j'ai réalisé que mon silence n'avait pas acheté l'amour. Il n'avait acheté que du mépris. Et la bombe dont Ben m'avait prévenu était enfin sur le point d'exploser. Être le bienfaiteur secret de la famille, c'était comme avoir un travail à plein temps non rémunéré où votre seule compensation était d'être pris pour acquis. Au cours de ces 8 années, la dynamique de ma famille n'a pas seulement retrouvé son état d'avant la crise, elle s'est aggravée. Leur rétablissement miraculeux, qui n'était en réalité que moi saignant silencieusement de l'argent dans leur vie, a gonflé leur ego à des hauteurs incroyables. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs, ils en ont été récompensés. Je me souviens d'un Thanksgiving il y a environ 5 ans, qui illustre parfaitement l'absurdité de ma situation. Léo est arrivé dans un Range Rover flambant neuf, du genre à 6 chiffres. Il a jeté les clés sur le comptoir de la cuisine avec ostentation, s'assurant que tout le monde voit le logo. Juste un petit quelque chose pour célébrer la conclusion de l'affaire Henderson, a-t-il annoncé à la pièce. Il fallait que je trouve une voiture qui reflète le succès. Mon père rayonnait, passant un bras autour des épaules de Léo. C'est mon garçon. Toujours à viser le sommet. Une voiture d'homme. C'est comme ça qu'on projette le pouvoir, Ethan. Tu devrais faire attention. Il a dit cela avec un clin d'œil, comme s'il me livrait un secret sur un monde que je ne pouvais pas comprendre. Plus tard dans la soirée, ressentant un petit besoin d'être vu, j'ai mentionné que ma société de conseil venait de décrocher un contrat massif avec un conglomérat technologique allemand. C'était un accord qui assurerait les finances de mon entreprise pour la prochaine décennie et qui était l'aboutissement d'une année de travail acharné. C'était une promotion pour mon entreprise sur la scène mondiale. Mon père, occupé à découper la dinde, a simplement agité une main dédaigneuse sans lever les yeux. C'est bien, Ethan. Tout ce truc d'ordinateur est très compliqué.
Assure-toi juste d'économiser pour un vrai avenir. La brique et le mortier, fiston. C'est ça qui dure. Un vrai avenir. Comme si mon entreprise de plusieurs millions de dollars avec des employés dans 3 pays était un stand de limonade. Pour eux, mon succès n'était que des chiffres sur un écran. Ce n'était pas tangible comme une voiture de luxe ou un costume de créateur. Je n'étais plus seulement le nerd de l'informatique. J'étais le nerd de l'informatique étrangement solvable dont ils n'avaient pas à reconnaître le succès parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, et donc ils ne comptaient pas dans leur monde. Ma sœur Chloé était encore plus directe. Elle voyait mon style de vie calme et frugal comme une insulte personnelle à ses propres valeurs matérialistes. Je n'achetais pas de voiture tape à accent grave-l'œil ni de vêtements de marque. J'investissais. Je construisais. Ma richesse était silencieuse, travaillant pour moi en arrière-plan. La sienne était bruyante, portée sur sa manche et financée par la dette. Je ne te comprends pas, Ethan, m'a-t-elle dit un jour lors d'un barbecue familial, plissant le nez devant ma berline parfaitement fiable mais peu impressionnante. Tu gagnes tout cet argent avec ton truc d'internet, mais tu vis comme un étudiant diplômé. C'est embarrassant. Les gens vont penser qu'on est pauvre. Je suis à l'aise, avais-je simplement dit. À l'aise, se moqua-t-elle en roulant des yeux. Léo sait comment vivre. Il comprend que l'image est tout. C'est comme ça qu'on réussit. L'image était tout, et j'étais invisible. J'étais la fondation silencieuse et stable sur laquelle ils construisaient leur vie somptueuse et imaginaire. Ils m'envoyaient les factures pour les grosses réparations, déguisées en demande d'aide occasionnelle. C'était une manipulation magistrale. Ma mère appelait, Ethan, chérie, le plombier est passé. Il a dit que le chauffe-eau principal de notre maison a finalement rendu l'âme. C'est un travail de 3000 $. Tu imagines, quel mauvais moment pour que ça arrive. Et comme un imbécile, je faisais en sorte que mon entreprise fasse un chèque à l'entrepreneur, et il l'encaissait, supposant que le propriétaire anonyme et bienveillant s'en occupait. Il ne posait jamais de questions. Il ne voulait pas des réponses. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la chose qui m'a fait réaliser que cela ne pouvait pas durer, est arrivée environ un mois avant la réunion de famille fatidique. C'était l'appel de mon oncle David. C'est le frère cadet de mon père, un homme calme et décent qui vivait dans l'une des plus petites propriétés locatives que je possédais. C'était un charpentier à la retraite, un homme qui comprenait la valeur d'une journée de travail honnête. Et c'était le seul de la famille qui me traitait avec un respect simple et direct. Il m'a appelé tard un soir, sa voix un murmure bas et inquiet. Le son d'un homme qui n'aimait pas créer de problème. Ethan, c'est ton oncle David. Je suis désolé d'appeler si tard. Pas de problème, oncle David. Tout va bien? J'étais immédiatement en alerte. Il n'appelait jamais à moins que ce ne soit important. Je ne sais pas. J'ai entendu ton père parler à Léo l'autre jour. Je déposais du courrier. La porte était entr'ouverte. Il ne savait pas que j'étais là. Il fit une pause et je pus l'entendre prendre une respiration tremblante. Il parlait des propriétés, de les réattribuer. Richard disait qu'il était temps de faire un véritable plan de succession. Il a dit, puisque le propriétaire de ces endroits n'a jamais montré son visage en 8 ans, la famille devrait simplement prendre le contrôle officiel. Il a mentionné ta maison spécifiquement pour Léo. Il a dit que Léo est l'avenir du nom de cette famille. Il a besoin de la propriété phare. Une terreur froide m'envahit. Que voulait-il dire par prendre le contrôle? Je l'ai entendu mentionner un avocat, chuchota David. Quelque chose à propos des droits des squatteurs ou de la prescription acquisitive. Il pense que si vous avez vécu quelque part assez longtemps sans payer de loyer, vous pouvez le revendiquer. C'est un non-sens juridique, bien sûr. Mais ton père, il entend ce qu'il veut entendre. Il a dit quelque chose qui m'a glacé, Ethan. Il a dit, Ethan a son argent de l'informatique. Il nous doit ça. C'est son devoir. Il pense que ton succès n'est qu'un coup de chance et que celui de Léo est le vrai. Il prévoit de te couper complètement. Je pensais que tu devrais le savoir. Fais attention. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient ingrats. C'était qu'ils complotaient activement pour me prendre ce que je leur avais déjà donné. L'audace pure, le droit profond de la chose était à couper le souffle. Ils n'avaient pas seulement oublié mon sacrifice,
il l'avait effacée de l'histoire et en avait écrit une nouvelle où ils étaient les héritiers légitimes et où j'étais le dragon égoïste amassant de l'or auquel ils avaient droit. C'est là que j'ai appelé Ben. Ma voix au téléphone était anormalement calme. Il prépare un coup, dis-je sans préambule. Il y eut un soupir las à l'autre bout de la ligne. Je t'avais dit que ça arriverait, dit Ben. Ce n'était pas un, je te l'avais bien dit. C'était la déclaration sombre d'un homme dont les pires prédictions s'étaient réalisées. Quel est ton plan? Je ne suis pas encore sûr, admis-je, mais je pense qu'il est temps que Clearview Holdings ait un visage. J'ai demandé à Ben de préparer les documents. Des plans d'urgence, des avis d'expulsion pour les 12 propriétés. Je ne savais pas si je les utiliserais. J'espérais que je n'aurais pas à le faire. J'espérais que mon oncle avait mal entendu. J'espérais que ma famille, malgré tous ses défauts, n'était pas capable d'une trahison aussi profonde et calculée. Mais l'espoir est une chose amusante. Il peut vous faire avancer, ou il peut vous aveugler sur la vérité laide juste devant vous. Alors que je me tenais dans cette salle à manger, les écoutant donner ma maison, j'ai réalisé que j'avais été aveugle pendant bien trop longtemps. Les avis que Ben avait préparés n'étaient plus seulement un scénario du pire. Ils étaient sur le point de devenir une inévitabilité. Je ramenai mon attention sur la salle à manger. Les visages impatients, l'air de triomphe. Ils attendaient que je cède, que j'accepte ma rétrogradation à l'appartement du garage avec une dignité silencieuse et blessée. Mon père regardait déjà Léo, un large sourire satisfait sur le visage, comme si l'affaire était déjà réglée. Je pris une lente et délibérée inspiration, laissant le silence planer dans l'air un peu trop longtemps. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir semblait s'amplifier à chaque seconde qui passait. Je regardais directement mon père, mon regard inébranlable. « Tu ne peux pas, dis-je. » Ma voix était calme, mais elle n'était pas faible. Elle portait le poids de 8 ans de secret, et elle a transpercé l'atmosphère de célébration comme un éclat de glace. Le sourire de mon père disparut. Sa tête se tourna brusquement vers moi. « Que m'as-tu dit ?» Son ton était d'une incrédulité pure, comme si les meubles venaient de parler. « Tu ne peux pas donner cette maison à Léo, répétai-je, ma voix gagnant en force alors que l'adrénaline montait en moi. Tout comme tu ne peux pas donner le Penthouse à Chloé. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. » Un rire bref et dérisoire s'échappa de Léo. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « De quoi parles-tu, petit frère? Tu t'es cogné la tête en entrant? C'est la maison familiale. Elle est dans la famille depuis des lustres. » « Non, ce n'est pas le cas, dis-je en me levant lentement de ma chaise. Mes mouvements étaient mesurés, contrôlés. Je sentis un calme étrange s'installer en moi. Le genre de clarté qui vient quand on a touché le fond et qu'il n'y a nulle part où aller, sauf vers le haut. Cette maison, celle dans laquelle nous sommes tous assis, a été achetée il y a 8 ans par une société à responsabilité limitée, une société nommée Clearview Holdings. Je laissai ce nom s'imprégner. Je vis une lueur de confusion dans les yeux de mon père. Il connaissait le nom. C'était l'entité sans visage sur les documents d'impôt foncier qu'il avait parfois vus. Celle qu'il supposait provenir d'un lointain propriétaire d'entreprise. « Léo, ta maison, continuai-je en tournant mon regard vers mon frère, dont le sourire narquois commençait à paraître crispé. Celle sur laquelle tu viens de construire cette nouvelle terrasse, appartient également à Clearview Holdings. Chloé, le townhouse où toi et Daniel vivaient, même propriétaire. Le chalet au bord du lac où nous passions nos étés, même propriétaire. Les 6 unités de location qui fournissent le revenu que vous pensiez tous provenir des investissements de papa, y compris celle où vit l'oncle David. Toutes. Chaque propriété que cette famille occupe a été rachetée en pré-saisie en 2008 par cette même société. Le silence dans la pièce était maintenant absolu. C'était une chose lourde, étouffante. Les sourires narquois avaient disparu, remplacés par des regards d'incrédulité stupéfaite. La main de Sophia vola à sa bouche. Daniel, le mari de Chloé, fixait simplement son assiette comme si elle contenait les réponses à l'univers. Ma mère fut la première à parler, sa voix tremblante, empreinte d'une horreur naissante. « Ethan, qu'est-ce que c'est? Que essaies-tu de dire? C'est une sorte de blague ?» Je la regardai enfin. Et pour la première fois, je ne ressentis ni pincement de culpabilité ni besoin de la protéger. Je ressentis juste une profonde tristesse pour la vérité qu'elle avait refusé de voir. Je dis, ma voix était dure et claire comme le diamant, que depuis 8 ans, vous n'avez pas vécu dans vos maisons, vous avez vécu dans les miennes.
Je suis Clearview Holdings. Je l'ai créé avec l'argent de ma première entreprise. J'ai tout acheté. J'ai sauvé cette famille de la faillite et de l'humiliation publique, et vous ne l'avez même jamais su parce que vous n'avez jamais pris la peine de regarder au-delà de vos propres suppositions. Vous étiez trop occupé à me mépriser. L'explosion fut instantanée. C'est un mensonge, rugit mon père, son visage devenant d'un violet dangereux. Il frappa du poing la table en chêne antique, faisant sauter l'argenterie et trembler un verre d'eau. Tu es un menteur. Tu penses que tu peux venir ici avec un conte de fées et réclamer ma maison? La maison que j'ai construite de mes propres mains. Tu l'as construite, papa. Mais tu l'as perdue, dis-je calmement, refusant de me laisser entraîner dans une joute verbale. La banque allait la prendre. La date de la vente aux enchères était fixée. Je suis intervenu et je l'ai acheté avant qu'il ne le puisse. J'ai les documents pour le prouver. Léo se leva d'un bond de sa chaise. Son visage était déformé par la rage et la confusion. Tu es fou. Tu as planifié ça, une sorte de jeu de pouvoir malade et tordu. Tu nous as laissé croire pendant 8 ans que tout allait bien juste pour pouvoir nous retirer le tapis sous les pieds. Je vous ai laissé croire ça parce que je pensais que c'était la chose la plus gentille à faire. Ma voix s'éleva enfin, empreinte de la frustration que j'avais ravalée pendant près d'une décennie. J'ai payé les factures. J'ai payé les impôts. J'ai payé pour le nouveau toit au-dessus de ta tête, papa, quand cette tempête a frappé. J'ai payé pour le nouveau fourneau chez toi, Léo, quand le tien est mort en plein hiver. J'ai tout fait pour que vous n'ayez pas à affronter l'humiliation. Je l'ai fait parce que je vous aimais. Mais je vois maintenant que c'était une erreur. Vous ne respectez pas ce qui est donné. Vous ne respectez que ce que vous pouvez prendre. Chloé se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'était des larmes de rage, d'un enfant gâté à qui on menace son jouet préféré. C'est donc de ça qu'il s'agit? Tu veux un merci? Après toutes ces années, tu fais ce coup parce que tu te sens méprisé. Comment peux-tu être si cruel et vindicatif? Cruel? L'ironie était si épaisse qu'elle était suffocante. Il venait d'essayer de me rendre sans abri, de prendre les fruits de mon travail et de les distribuer entre eux comme des seigneurs féodaux se partageant des terres conquises. Et j'étais le cruel. Il ne s'agit plus d'appréciation, dis-je, ma voix retombant à un ton froid et égal qui semblait glacer la pièce. Il s'agit de faits. Et le fait est que vous vivez tous sur ma propriété, grâce à ma charité. Et cette réunion sur mon héritage est officiellement terminée. Je me tournai et me dirigeai vers le grand hall. Mon dos droit. Chaque pas semblait 1 kilomètre. Si tu sors par cette porte, tu ne fais plus partie de cette famille, beugla mon père derrière moi, sa voix se brisant de fureur. Je m'arrêtai au seuil, ma main sur la lourde porte en chêne. Je me retournai vers lui, vers eux tous, leur visage un masque grotesque de fureur, d'incrédulité et de peur. Papa, dis-je, et ma voix était creuse, vide de la chaleur qu'elle avait autrefois pour eux. Tu viens d'essayer de donner ma maison et de me fourrer dans un garage. Je n'ai pas vraiment fait partie de cette famille depuis très longtemps. Je suis sorti, fermant doucement la porte derrière moi, laissant les ruines de leur confortable mensonge éparpillées sur le sol de la salle à manger. Je savais que ce n'était que le début. La tempête que j'avais retenue pendant 8 ans avait enfin éclaté. Je me suis éloigné de la maison avec une étrange sensation de vide. Il n'y avait ni triomphe, ni satisfaction d'une bataille gagnée, juste une profonde tristesse lancinante. J'avais enfin dit la vérité, une vérité que j'avais portée seule pendant 8 longues années, et elle avait fait exploser ma famille. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à l'amputation d'un membre gangrené. Nécessaire, mais horrible. Je suis allé à mon Penthouse, celui que mon père avait si généreusement promis à Chloé, et les lumières de la ville s'étendaient en contrebas comme une couverture de diamants éparpillés. Elle m'apportait habituellement un sentiment de paix, de perspective. Ce soir, elle me faisait juste me sentir petit et isolé. J'ai appelé Ben. Je leur ai dit, dis-je, ma voix plate alors que je m'enfonçais dans un fauteuil en cuir. La voix de Ben était calme, stable. Il était toujours l'encre dans ma tempête. Ça s'est passé à peu près comme on s'y attendait, soupirai-je en me passant une main sur le visage. Déni, rage, accusation de faux, allégation de folie, la totale. D'accord, a dit Ben, un ton professionnel dans la voix. La réaction émotionnelle était inévitable. Maintenant, on passe aux faits. La phase 2 commence maintenant.
Je ferai envoyer une lettre recommandée par un coursier à la maison de ton père demain matin. Elle contiendra une copie notariée de l'acte de propriété de la propriété principale et une lettre de moi en tant que conseil juridique de Clearview Holdings énonçant les faits de propriété. On doit établir une trace écrite formelle de la communication. Fini le il a dit, elle a dit. Bien, dis-je. Faisons-le. Je pensais que la bataille se mènerait avec des avocats et des documents, dans le langage calme et stérile de la loi. J'avais tort. Ma famille, et plus particulièrement ma sœur Chloé, a décidé d'ouvrir un nouveau front. Le tribunal de l'opinion publique. Elle était sur le point de s'engager dans une campagne de la terre brûlée. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Puis il a commencé à vibrer, puis à sonner. Il n'a pas arrêté. Des textos de cousins, d'anciens amis du lycée, de parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous me demandant si j'allais bien, ce qui se passait, ou pire, m'accusant de choses que je ne pouvais pas comprendre. J'étais confus jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie une capture d'écran. C'était une publication publique de la page Facebook de Chloé. Mon cœur s'est serré en la lisant. Elle avait écrit une pièce de fiction magistrale, une symphonie de manipulation. C'était un long message décousu accompagné d'une photo soigneusement sélectionnée de nos parents à leur 40e anniversaire de mariage. Ils avaient l'air fragiles, distingués et vulnérables. J'ai le cœur brisé de devoir écrire ceci, commençait-elle, dégoulinant de fausse sincérité. Mais notre famille traverse une crise inimaginable. Mon jeune frère, Ethan, après des années de distance émotionnelle et de jalousie envers notre famille unie, a décidé d'utiliser son succès financier comme une arme. Il a fabriqué des documents juridiques bizarres et essaie maintenant d'expulser nos parents âgés de la maison dans laquelle ils vivent depuis plus de 40 ans, la maison que notre père a construite de ses propres mains. Il essaie également de prendre les maisons de ses frères et sœurs qui ont des familles à charge. Je me souviens, quand on était enfant, il amassait ses jouets et refusait de partager. Il semble que certaines choses ne changent jamais. On ne sait pas ce qui lui a pris. Mais cet acte de cruauté froide et calculée nous a tous laissés sous le choc. S'il vous plaît, priez pour nos parents, Richard et Eleanor, alors qu'ils font face à la perspective terrifiante de se retrouver sans abri aux mains de leur propre fils. Le message était une œuvre d'art. Le détail sur les jouets d'enfance était une touche particulièrement vicieuse, une petite anecdote invérifiable pour me peindre comme pathologiquement égoïste. Elle m'avait dépeint comme un monstre, un millionnaire de la tech au cœur froid se livrant à une étrange vengeance. Elle avait omis la partie sur la faillite, mon sauvetage secret, les années de mon soutien financier, et le fait qu'il venait d'essayer de me prendre ma maison. Les commentaires étaient un raz-de-marée de sympathie pour eux et de condamnation pour moi. Ils affluaient à la minute. C'est horrible. Comment quelqu'un peut-il faire ça à ses propres parents? Vous devriez prendre un avocat. J'envoie de l'amour et des prières à Richard et Eleanor. Restez forts. Votre frère est dégoûtant. L'argent corrompt vraiment les gens. Il devrait avoir honte. C'est un cas flagrant de maltraitance de personnes âgées. Vous devriez contacter les autorités. Je sentis le sang quitter mon visage. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus seulement un différend familial. Elle l'avait rendu public. Elle avait diffamé mon nom et mon caractère auprès de centaines de personnes, dont beaucoup que je connaissais personnellement et professionnellement. C'était une déclaration de guerre totale. C'était sa tentative d'utiliser la pression sociale pour me faire honte et me faire reculer, pour me faire passer pour le méchant afin qu'ils puissent rester les victimes. Je serrai la mâchoire, une colère blanche et chaude remplaçant la tristesse. Ils n'étaient pas seulement ingrats, ils étaient malveillants. Ils étaient prêts à brûler ma réputation jusqu'à la racine pour maintenir leurs mensonges. J'ai de nouveau appelé Ben. Ma voix tremblait de rage. Tu ne vas pas croire ça, dis-je, et je lui ai lu le message mot pour mot, y compris la partie sur les jouets. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. D'accord, dit finalement Ben, sa voix tendue de colère contenue. C'est moche. C'est de la diffamation, pure et simple. C'est une tentative délibérée de te nuire. Cela change le calendrier. Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, mon esprit tournant à toute vitesse. On s'en tient au plan, mais on l'accélère, dit-il fermement. Ils ont choisi de se battre salement. Cela signifie que nous devons être impitoyablement propres. Tout dans les règles. Pas de réponse émotionnelle en ligne. N'engage pas le dialogue. Pas un seul commentaire.
Laisse tes actions parler pour toi. La lettre recommandée a été envoyée. L'étape suivante est celle que tu espérais éviter. Nous devons leur signifier. Leur signifier? Des avis officiels, a précisé Ben. Pas encore des avis d'expulsion, mais un avis formel de quitter les lieux pour chaque propriété. C'est un document juridique qui informe l'occupant que le propriétaire légal souhaite qu'il quitte les lieux. Il leur donne 30 jours. C'est la première étape juridique du processus d'expulsion officielle. Ce n'est plus une demande, Ethan. C'est une exigence. Ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune intention de reconnaître ta propriété. Maintenant, nous devons les forcer à le faire. J'ai pensé au message de Chloé, au mensonge, à l'humiliation publique. J'ai pensé au rugissement de rage de mon père et au ricanement méprisant de mon frère. Mon espoir d'une résolution pacifique, d'une lueur de gratitude ou de remords, est mort à ce moment-là. C'était une fantaisie. Ils avaient tracé les lignes de bataille. Ils pensaient pouvoir utiliser l'émotion et la perception publique pour gagner. Ils étaient sur le point de découvrir que dans le monde du droit de la propriété, les faits se moquent de vos sentiments. Et j'avais tous les faits de mon côté. Fais-le, Ben, dis-je, ma voix froide et claire comme un matin d'hiver. Signifie-leur à tous. Les jours qui suivirent furent une masterclass en délire collectif. Ma famille, portée par l'effusion de sympathie suscitée par l'histoire larmoyante fabriquée de Chloé, agissait comme si ma révélation et la lettre recommandée de Ben n'étaient rien de plus qu'un caprice d'enfant. Ils étaient si sûrs de leur propre récit, celui où ils étaient les justes victimes et où j'étais le méchant déséquilibré, qu'ils ne pouvaient concevoir un monde où ils n'étaient pas aux commandes. Ils étaient sur le point de foncer à toute vitesse dans une série de murs juridiques et financiers invisibles et inflexibles. La première collision est arrivée à Léo. Convaincu de pouvoir prouver que j'étais un imposteur, il a conduit son Range Rover à sa banque, un endroit où il était habitué à être traité comme un VIP. Son plan était simple et, dans son esprit, absolument brillant. Il allait demander une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. La banque, en traitant la demande, devrait consulter les registres de propriété officiels. Il imaginait l'agent de crédit lui tendant un document avec son nom dessus, un ticket d'or qu'il pourrait brandir sous mon nez pour mettre fin à tout ce malentendu. Il a probablement imaginé la scène dans sa tête. Lui, triomphant, tenant un morceau de papier au prochain dîner de famille, moi, me retirant en défaite pendant que mon père lui tapait dans le dos. Il est entré dans la banque avec son assurance habituelle, tout en parfum coûteux et une poignée de main ferme pour l'agente de crédit, une jeune femme nommée Brenda. Je ne peux qu'imaginer la conversation. Il aurait été charmant, confiant, faisant la conversation sur le marché, se vantant de sa dernière affaire. Brenda aurait souri poliment, tapant ses informations dans son système. Puis elle aurait tapé l'adresse de la propriété. Je peux imaginer son sourire vaciller, son front se plisser légèrement. Elle aurait vérifié l'adresse. Puis elle aurait levé les yeux vers Léo, son attitude professionnelle maintenant teintée de confusion. « Je suis désolé, monsieur Maxwell », aurait-elle dit. « Mais nous ne pouvons pas poursuivre cette demande. »« Quoi ? Pourquoi pas ? Mon crédit est excellent », se serait vanté Léo, se penchant en arrière dans sa chaise. « Faites les calculs, vous verrez. Il ne s'agit pas de votre crédit, monsieur. Le nom sur le titre de cette propriété n'est pas le vôtre. Il est enregistré sous une société. Une Clearview Holdings LLC. » Le sourire confiant de Léo aurait disparu comme s'il avait été effacé. « C'est une erreur », aurait-il insisté, sa voix un peu trop forte. « Une erreur de bureau. Mon père s'est occupé de toute cette paperasse il y a des années. » Recommencer. Brenda, gardant son sang-froid, aurait tourné son écran vers lui. « Comme vous pouvez le voir, monsieur, selon les registres officiels du comté, la propriété a été vendue aux enchères en 2008. Clearview Holdings en est le seul propriétaire enregistré depuis 8 ans. Nous ne pouvons pas offrir une ligne de crédit sur une propriété que vous ne possédez pas, le premier mur. Dur, froid et numérique. » Il aurait argumenté, demandé à parler à un directeur, mais les faits étaient immuables. Il a quitté la banque non pas avec un document triomphant, mais avec un visage plein de fureur confuse, et la première graine terrifiante de doute plantée dans son esprit arrogant. La deuxième collision a impliqué mon père. Son approche était plus directe, plus digne d'un patriarche. Il allait utiliser la maison principale, son château, comme garantie pour obtenir un prêt personnel massif. Il a dit à la famille que c'était pour une nouvelle entreprise.
Mais je savais la vérité. Il essayait de constituer un trésor de guerre pour financer une bataille juridique contre moi, en utilisant l'actif même qui était en litige. L'ironie poétique lui échappait complètement. Il a appelé son banquier de longue date, un homme nommé Georges, qui gérait ses finances depuis 20 ans. Il s'attendait probablement à ce que le processus soit une formalité, une simple question de signer quelques papiers. Mais Georges, un homme méticuleux proche de la retraite, devait faire preuve de diligence raisonnable. Il a dû lui annoncer la même mauvaise nouvelle. « Richard, je crains qu'il y ait un problème », a dit Georges au téléphone, sa voix empreinte de regret professionnel. « L'acte de propriété de votre propriété n'est pas à votre nom. Il a été transféré en 2008. »« C'est impossible », aurait beuglé mon père, sa voix résonnant dans son bureau à domicile. « C'est une erreur de bureau. Un idiot au bureau du comté a merdé. Réparez ça, Georges. » « Ce n'est pas une erreur, Richard, » aurait répondu patiemment Georges. « J'ai moi-même consulté la chaîne de titres. C'est une vente légalement enregistrée à une société. Je ne peux pas approuver un prêt contre un actif que vous ne possédez pas légalement. Mes mains sont liées. » Mur numéro 2. La fondation de son monde, la croyance en sa propre souveraineté, se fissurait. Son autorité, qui avait été absolue au sein de la famille, ne signifiait rien face au texte froid et dur d'un acte de propriété. Pendant qu'il se heurtait à ces murs, je construisais ma propre forteresse. J'ai rencontré Ben dans son bureau au mur de verre du centre-ville, la ville bourdonnant de commerce en contrebas. Il avait des piles de documents soigneusement organisés sur son immense table de conférence. « Ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas bluffer pour s'en sortir », a dit Ben en me faisant glisser un dossier. La demande de prêt sur valeur domiciliaire refusée de Léo et le rejet du prêt de votre père font le tour du milieu financier. Les banquiers parlent. Ils réalisent que la cage est réelle, et ce sont eux qui sont à l'intérieur. Quelle est leur prochaine étape, ai-je demandé en sirotant le café que son assistante m'avait apporté. Ils prendront un avocat, a prédit Ben avec un soupir. Un bon marché, probablement un ami de la famille, qui leur dira ce qu'ils veulent entendre. Il parlera de droits familiaux, d'accords verbaux et de détresse émotionnelle. Il se pavanera et nous enverra une lettre de 4 pages pleine de fanfaronnades. Nous répondrons par une simple déclaration factuelle d'une page sur la propriété. Ce n'est que du bruit avant l'événement principal. Il a désigné une autre pile de papier, chacun soigneusement agrafé. Ce sont les avis de quitter les lieux. J'ai engagé une huissière de justice professionnelle. Une femme nommée Maria. Elle est une ancienne militaire, dure comme le roc, et elle fait tout dans les règles. Elle remettra un avis à chacune des 12 propriétés. Elle obtiendra une signature confirmant la réception où elle aura un témoin et documentera le refus en vidéo. Ce sera légal, officiel et indéniable. J'ai regardé les documents, mon nom n'apparaissant nulle part, seulement le nom de société impersonnelle de mon entreprise. C'était surréaliste. Je démantelais méthodiquement le monde que j'avais secrètement sauvé, en utilisant les outils même de la loi et de la finance que j'avais utilisés pour le construire. Ce sera le point de non-retour, dis-je, plus à moi-même qu'à Ben. On a franchi ce point quand ta sœur a cliqué sur publier sur Facebook, a dit sombrement Ben, ses yeux croisant les miens. Ils en ont fait une guerre, Ethan. Ne te sens pas coupable de riposter avec la vérité. Il avait raison. Il ne m'avait laissé aucun choix. Il vivait dans un fantasme, un château de cartes bâti sur ma générosité, et une forte rafale de vent arrivait. Les avis étaient le réveil, et il était sur le point de devenir très, très bruyant. Les avis de quitter les lieux ont atterri comme 12 bombes individuelles à travers le comté. Maria, l'huissière, était aussi professionnelle et imperturbable que Ben l'avait promis. Elle a été accueillie par des portes claquées au townhouse de Chloé, un torrent d'injures de la part de Léo, et les supplications larmoyantes de ma mère à la maison principale. Mais elle a fait son travail. Chaque foyer a été officiellement signifié, et chaque interaction a été documentée. La réaction de la famille a été d'escalader. Leur nouvel avocat, un cousin à la semi-retraite d'un ami, spécialisé dans les cas de chute, a envoyé à Ben une lettre décousue et menaçante, remplie de non-sens juridique sur l'héritage moral, la promesse estoppelle et l'infliction de détresse émotionnelle. La réponse de Ben fut une seule page, citant les actes de propriété par leur numéro d'enregistrement officiel et l'informant poliment que toute communication ultérieure devrait concerner la coordination d'une date de déménagement. C'est là que mon père a craqué. Son monde entier était bâti sur les fondations de son autorité,
et ses fondations s'effritaient. Il ne pouvait pas intimider un document juridique. Il ne pouvait pas intimider un acte de propriété. Il ne pouvait pas faire taire la loi en criant. Alors il a décidé de s'en prendre à moi directement, d'homme à homme, comme il dirait. Il a trouvé l'adresse de ma société de conseil en ligne. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Peut-être un petit bureau triste dans un centre commercial de banlieue, un endroit où il pourrait me dominer, frapper du poing sur un bureau bon marché et réaffirmer sa domination par le simple volume. Ce qu'il a trouvé, c'est un élégant bâtiment en verre de 3 étages au cœur du quartier technologique en plein essor de la ville, avec le logo de mon entreprise discrètement gravé dans le verre dépoli des portes d'entrée. Une jeune réceptionniste professionnelle dans un hall moderne et animé l'a accueillie. Mon assistante, Grace, une jeune femme vive qui gérait mon emploi du temps chaotique avec une efficacité terrifiante, m'a appelé dans mon bureau. Monsieur Maxwell, il y a un homme ici qui dit être votre père. Il est assez agité et refuse de préciser la nature de ses affaires. C'est bon, Grace, dis-je calmement, mon rythme cardiaque s'accélérant juste un peu. Montrez-lui la salle de conférence principale, et pourriez-vous demander à monsieur Harrison s'il peut nous rejoindre dans 5 minutes? Dites-lui que c'est pour la signature finale. Monsieur Harrison était le PDG d'une grande société de capital risque avec laquelle nous étions sur le point de conclure un accord à 9 chiffres. C'était un coup calculé, je l'avoue, mais j'avais besoin d'un témoin impartial et de haut rang. J'avais besoin que mon père me voie non pas comme son fils décevant qui jouait avec les ordinateurs, mais comme le monde me voyait, un PDG prospère et respecté. Quand je suis entré dans la salle de conférence, mon père se tenait au milieu, complètement déplacé. Ses bottes de travail semblaient érafler le sol en béton poli. Il était écrasé par les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. Il a regardé la longue table en acajou poli, le système de vidéoconférence avancé au mur, le bureau animé plein de jeunes employés énergiques visibles à travers les murs de verre. La rage sur son visage était mêlée à une nouvelle émotion troublante, une profonde confusion. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé, sa voix essayant de tonner, mais se perdant dans la pièce au plafond haut. Il a fait un geste ample vers tout. « C'est une sorte de location ? Une façade ? C'est mon bureau, papa, dis-je simplement, en prenant place en bout de table, ma place. S'il te plaît, assieds-toi. » Il n'a pas bougé. Il a jeté un dossier sur la table. C'était une copie de l'acte que Ben lui avait envoyé, maintenant froissé et taché de café. C'est un faux. Tu as falsifié ces documents. Je ne sais pas comment tu as fait, quel tour d'ordinateur tu as joué, mais tu l'as fait. Je vais te poursuivre. Je vais te ruiner. Je dirai à tout le monde ce que tu es. Je n'ai rien dit. J'ai juste tourné vers le grand écran de 80 pouces au mur et j'ai appuyé sur un bouton de la console intégrée à la table. L'écran s'est allumé. Ce n'était pas une feuille de calcul. Ce n'était pas un document juridique. C'était une présentation conçue par des professionnels. La première diapositive était le logo élégant de Clearview Holdings LLC. Tu as raison sur une chose, papa, dis-je, ma voix stable, légèrement amplifiée par l'acoustique de la pièce. Tu ne sais pas comment j'ai fait. Alors laisse-moi te montrer. Pendant les 10 minutes suivantes, je l'ai guidé à travers les 8 dernières années de sa vie, de mon point de vue. D'un clic, j'ai affiché les documents de vente originaux de 2008, scannés en haute résolution. J'ai zoomé sur sa propre signature sur les papiers qui autorisaient la vente à découvert à la banque, la vente même qui a permis à mon entreprise d'acheter légalement les actifs. Son visage est devenu blanc comme un linge. Puis je suis passé à autre chose. J'ai affiché une diapositive détaillant ma société de conseil. La liste des clients internationaux, des noms qui le reconnaissaient dans les nouvelles. Le chiffre d'affaires annuel, un nombre avec tellement de zéros qu'il a dû le lire 2 fois. L'organigramme montrant plus de 100 employés, y compris des vice-présidents de l'ingénierie, des ventes et du marketing. Son fils, le nerf de l'informatique, dirigeait une opération mondiale. Mais je n'avais pas fini. C'était le moment de vérité, l'événement principal, la récompense. La raison pour laquelle je peux faire tout ça, dis-je, ma voix baissant, devenant plus intime, c'est parce que je suis très bon pour gérer l'argent et les risques, ce que tu n'as malheureusement pas été. Je ne connais pas seulement mes propres finances, papa. Pour ma propre protection, j'ai fait en sorte de connaître les vôtres. La diapositive suivante est apparue à l'écran. Elle était intitulée « Aperçu financier de la famille »,
une étude sur l'effet de levier et la responsabilité. Elle énumérait, en points clairs et indéniables, leurs dettes secrètes. Léo Maxwell, 85 000 $ de dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevé sur 6 cartes. Un prêt auto sur le Range Rover qui était le double de la valeur marchande réelle de la voiture. Chloé Maxwell Jenkins, une boutique en ligne en faillite qui avait perdu de l'argent pendant 3 années consécutives, soutenue par des prêts personnels à taux d'intérêt élevés co-signés par son mari. Et puis lui, Richard et Eleanor Maxwell, 170 000 $ de prêts personnels non garantis auprès de 5 prêteurs différents, contractés au cours des 5 dernières années pour maintenir un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, pour payer les vacances somptueuses, l'adhésion au country club. Mon père fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte. La couleur avait complètement quitté son visage. C'était son secret le plus profond, le plus honteux, la réalité derrière la façade du fier patriarche. Et je venais de le mettre à nu sous les dures lumières fluorescentes d'une salle de conférence d'entreprise. C'était brutal, mais c'était la vérité. Toi. Comment as-tu pu savoir ça, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Il s'est finalement effondré dans l'un des fauteuils en cuir coûteux, l'air d'un homme vidé de l'intérieur. Parce que les maisons que vous utilisiez comme garantie perçue pour certains de ces prêts sont à moi, dis-je tranquillement. Les banques font leurs recherches lorsqu'un prêt est en défaut, et moi aussi. Je savais que vous étiez en train de couler. J'ai attendu que vous demandiez de l'aide, que vous me traitiez comme un fils au lieu d'une déception ou d'un détail. Mais vous ne l'avez jamais fait. Au lieu de cela, vous avez décidé de me voler. Il n'avait plus de colère, plus de fanfaronnade, juste le poids écrasant et suffocant de la vérité. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. Un homme dans un costume impeccable et sur mesure est entré, dégageant une aura de pouvoir et de confiance. C'était Monsieur Harrison. « Ethan, désolé de t'interrompre, a-t-il dit, sa voix chaleureuse et respectueuse. Je voulais juste confirmer notre déjeuner pour signer les derniers papiers de ce tour de financement de 30 millions de $. Le conseil d'administration est ravi. Il a jeté un coup d'œil à mon père qui avait l'air complètement brisé, une relique d'une époque révolue. Tout va bien, m'a demandé Monsieur Harrison, son regard passant de l'un à l'autre. Je me suis levé et je lui ai serré la main, revenant dans mon monde, le monde que j'avais construit. Tout va parfaitement bien, Robert. Voici mon père, Richard. On finissait juste une réunion d'affaires familiale. Monsieur Harrison a hoché poliment la tête à mon père, qui pouvait à peine croiser son regard. Le PDG d'une grande entreprise venait de m'appeler par mon prénom, de me traiter en égal, en père, et avait mentionné nonchalamment un accord qui représentait plus d'argent que mon père n'en avait vu de toute sa vie. En cet unique instant, la dynamique de pouvoir de toute notre relation, de toute ma vie, a été irrévocablement brisée et refaite. Je n'étais plus seulement son fils. J'étais une entité qu'il ne pouvait pas comprendre, une force qu'il ne pouvait pas contrôler. Il était venu à mon bureau pour me détruire. Il en est reparti complètement et totalement vaincu. Le fantôme d'un homme qui venait de voir les véritables fondations de son monde et de réaliser qu'elles n'avaient rien à voir avec lui. C'est ce moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous, pour que je sache que vous avez fait ce voyage avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire, cela me fait savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Après la réunion désastreuse dans mon bureau, mon père n'est pas rentré chez lui pour rallier les troupes pour un autre combat. Il est rentré chez lui et s'est rendu. Le combat avait été vidé de lui, remplacé par le choc creux de la réalité. La vérité était sortie, non seulement sur la propriété des biens, mais aussi sur la fantaisie financière précaire dans laquelle ils vivaient tous. L'avocat fanfaron qu'ils avaient engagé fut congédié par un court appel téléphonique. Il n'y eut plus de textos en colère, plus de publications calomnieuses sur les réseaux sociaux. Il n'y eut qu'un silence lourd et assourdissant, le genre qui suit une explosion massive. La date limite de 30 jours sur les avis de quitter les lieux approchait. J'ai dit à Ben de suspendre le dépôt de l'assignation en expulsion officielle, les papiers d'expulsion formels auprès du tribunal. C'était un dernier petit acte de grâce. Je ne voulais pas l'humiliation ultime pour eux, des adjoints du shérif escortant mes parents, les enfants de mon frère hors de leur maison. Mais j'ai clairement fait savoir par l'intermédiaire de Ben que la date limite était ferme. Il devait partir. Il n'y avait plus de prolongation.
Et c'est ainsi que le grand démantèlement a commencé. Des camions de déménagement, ceux-là même qu'ils avaient autrefois joyeusement prévu d'utiliser pour déménager Léo dans mon manoir, ont commencé à apparaître dans leur rue comme des corbillards. Mais au lieu de transporter de beaux meubles vers des maisons plus grandes et plus grandioses, ils étaient chargés du contenu de vie qui allait se rétrécir considérablement. Mes parents furent les premiers à partir. La vaste maison que mon père avait construite, le symbole de toute son identité, fut vidée pièce par pièce. Je suis passé en voiture un soir et j'ai vu la lueur d'une seule ampoule nue dans le salon, illuminant les fantômes des souvenirs. Ils ont trouvé une location de 3 chambres dans une ville à 30 miles de là, un endroit avec un revêtement en vinyle et une petite pelouse bien entretenue. Le loyer était de 2800 $ par mois, un chiffre qui, je le savais, consommerait la totalité de leurs revenus de sécurité sociale et de la petite pension de mon père. La grande table de salle à manger, le lieu de mon exécution publique, fut vendue dans une vente de succession pour une bouchée de pain. Elles ne rentreraient pas dans leur nouvelle vie. Léo et Sophia furent les suivants. Les retombées pour eux furent brutales. Ils durent vendre le Range Rover à perte massive juste pour couvrir leurs frais de déménagement et payer le premier et le dernier mois de loyer d'un petit appartement dans un quartier moins à la mode. Leurs 4 enfants, habitués à avoir leur propre chambre et un grand jardin, devraient maintenant partager des chambres. La vie de fêtes somptueuses, de vacances coûteuses et de vêtements de marque était terminée. Ils faisaient face à une montagne de dettes sans aucun actif pour se cacher derrière. Le mot « divorce » commença à être chuchoté parmi les parents. Le stress financier était un cancer pour leur mariage déjà superficiel, et sans la grande maison pour les distraire, ils furent forcés de regarder le vide entre eux. Chloé et Daniel quittèrent leur townhouse branché et, humiliation suprême pour Chloé, emménagèrent dans le sous-sol de ses beaux-parents. Sa boutique en ligne, sans le filet de sécurité d'un logement gratuit et d'un flux constant de prêts, s'effondra en une semaine. La honte publique de son entreprise ratée, combinée à l'humiliation de son attaque ratée sur les réseaux sociaux contre moi, fut absolue. Elle désactiva son compte Facebook et disparut de la circulation. 3 semaines après la date limite, je me suis rendu à la maison principale. J'ai traversé les pièces vides, mais pas résonnant sur les planchers de bois franc. C'était juste une maison, un assemblage de bois, de verre et de pierre. Tout le poids émotionnel, toute l'histoire, tout le ressentiment, c'était quelque chose que nous avions apporté à l'intérieur. Ce n'était pas dans les murs. Je suis allé à l'ancien townhouse de Chloé avant que les nouveaux locataires n'emménagent. Au fond d'un placard, laissé derrière, se trouvait une petite photo encadrée de nous 3 enfants au chalet du lac, souriant des années avant que l'argent et le ressentiment n'aient tout empoisonné. La voir ne m'a pas mis en colère. Cela m'a juste rendu triste pour ce que nous avions perdu et ce qui ne pourrait jamais être retrouvé. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Son numéro a clignoté sur mon écran et j'ai hésité un long moment avant de répondre. Je m'attendais à un dernier plaidoyer, une autre tentative de manipulation émotionnelle, un chantage à la culpabilité. Mais sa voix était différente. Elle était petite, fatiguée, dépouillée de son autorité mélodique habituelle. Le nouvel endroit est plus petit, a-t-elle dit sans préambule. Je sais, ai-je répondu, ma propre voix neutre. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre une télévision jouer en arrière-plan. Ton père? Il ne parle plus beaucoup. Il reste assis dans son fauteuil et regarde par la fenêtre. Il a vendu tous ses outils. Il a dit qu'il n'en aurait plus besoin. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Et je le pensais. J'avais voulu la responsabilité, pas l'anéantissement. L'es-tu? A-t-elle demandé. Et pendant une seconde, j'ai entendu une lueur de l'ancienne amertume, le tranchant de son ressentiment. Es-tu heureux maintenant, Ethan? Tu as gagné. Tu as récupéré toutes tes maisons. Est-ce que ça en valait la peine? Il ne s'agissait jamais des maisons, maman, dis-je, ma voix douce mais ferme, refusant de mordre à l'hameçon. Tu le sais. Il s'agissait de respect. Le respect que tu ne m'as jamais donné. Que tu as donné si librement à Léo. Tu as valorisé son image plutôt que ma substance. Tu as célébré ses dettes et méprisé mes actifs. Respect, a-t-elle répété le mot comme s'il venait d'une langue étrangère. Nous sommes ta famille. L'amour devrait suffire. Tu aurais dû simplement continuer à nous aider tranquillement. L'amour n'est pas la propriété, maman, dis-je, une vague de clarté m'envahissant. Et ce n'est pas un chèque en blanc pour le manque de respect. Je t'aime. Je sais que c'est difficile à croire maintenant, mais je vous ai toujours tous aimés.
C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait il y a 8 ans. Mais je ne peux pas laisser cet amour être une raison pour vous laisser me détruire. Je dois m'aimer aussi. C'est la partie que j'ai oubliée pendant très longtemps. Elle s'est alors mise à pleurer, un pleur silencieux hélas. Ce n'étaient pas les larmes de comédie de la réunion de famille. C'était le son d'une perte véritable et déchirante. Elle avait perdu sa maison, son statut, sa vie confortable. Mais je pense qu'à ce moment-là, elle a finalement réalisé qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux. Elle avait perdu le fils qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Tout cela parce qu'elle avait refusé de le voir. Nous avons terminé l'appel sans nous dire au revoir. Il n'y avait plus rien à dire. Les retombées étaient complètes. La tempête était passée, laissant un paysage de décombres derrière elle, et je me suis retrouvé debout au milieu, seul, me demandant si quelque chose pourrait jamais être reconstruit à partir de ruines aussi désolées. 6 mois passèrent. 6 mois de silence, d'espace, d'une paix étrange et inconnue qui s'installa lentement dans ma vie. Mon monde, pour la première fois, était entièrement le mien, libéré du poids secret des attentes et des besoins financiers de ma famille. L'accord avec la société de Monsieur Harrison fut conclu, injectant un capital massif dans mon entreprise. On s'agrandissait, on embauchait les esprits les plus brillants, on créait une technologie qui me passionnait vraiment. J'ai même agrandi mon portefeuille immobilier personnel, acquérant 2 autres propriétés commerciales, portant mon total à 14. L'empire grandissait, mais cette fois, il grandissait au grand jour. Il n'y avait pas de secret, pas de fardeau caché. C'était propre. J'ai fait nettoyer et mettre en scène la maison principale par des professionnels. J'ai envisagé de la vendre pour me laver les mains des souvenirs, mais cela me semblait être les laisser gagner, les laisser ternir quelque chose de beau. Au lieu de cela, je l'ai louée à une famille avec 3 jeunes enfants, un médecin et un professeur. Les voir jouer dans le jardin, entendre leur rire résonner dans les couloirs où il n'y avait eu qu'un silence tendu, me semblait juste. Ce n'était qu'une maison, après tout. Mon erreur avait été de laisser ma famille en faire le symbole de tout le reste. Mes parents se sont installés dans leur nouvelle vie, plus petite. Ben, qui gérait toujours la SARL, m'a informé que leur loyer était payé à temps, par voie électronique, le 1er de chaque mois. Pas de drame, pas de chichi. Ils vivaient selon leurs moyens pour la première fois depuis des décennies. Puis, un mardi après-midi pluvieux, Grace a sonné à mon bureau. Ethan, ton frère Léo est dans le hall. Il dit qu'il n'a pas de rendez-vous, mais il demande si tu le recevras. Mon premier instinct fut un non froid et dur. Une réaction réflexe bâtie sur des années de déception. Mais la curiosité, et peut-être une faible braise d'espoir que je pensais éteinte depuis longtemps, me firent changer d'avis. Fais-le monter, dis-je. Le Léo qui entra dans mon bureau n'était pas le même homme que j'avais vu pour la dernière fois dans cette salle à manger fatidique. Le costume de créateur avait disparu, remplacé par un polo simple et propre et un jean. La montre coûteuse avait disparu de son poignet. Il ne se pavanait pas. Il était hésitant. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux portaient la lassitude d'un homme qui avait traversé une guerre et l'avait perdue. Il avait l'air plus mince, fatigué, mais ses yeux étaient plus clairs que je ne les avais jamais vus. « Ethan, dit-il, sa voix calme, presque rauque. Merci de me voir. » Léo. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de s'asseoir sur l'une des chaises en face de mon bureau. « Que puis-je faire pour toi ?» Il s'est assis, mais ne semblait pas savoir quoi faire de ses mains, les joignant et les déjoignant sur ses genoux. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, commença-t-il en butant sur les mots. Pas d'argent, pas de faveur, rien. Je voulais juste. Je devais te dire quelque chose en face. Il prit une profonde inspiration, comme un plongeur se préparant à plonger dans l'eau glacée. Je suis désolé, dit-il. Les mots sortirent bruts, non répétés, dépouillés de son charme lisse habituel. Je suis tellement désolé pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité toute ma vie, pour m'être moqué de tes trucs d'ordinateur, pour avoir été si arrogant et si suffisant. Et pour ce jour-là, pour avoir été prêt à prendre ta maison, ton foyer, sans une seconde pensée. Mon Dieu, j'ai été un monstre. J'ai juste écouté, mon expression illisible, lui laissant l'espace pour dire ce qu'il était venu dire. Tu sais, a-t-il poursuivi, un sourire sans humour et autodérisoire jouant sur ses lèvres, perdre tout a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Sophia et moi, on a failli divorcer. Le stress financier était brutal et notre mariage n'avait rien d'autre.
Mais n'ayant plus rien à perdre, on a commencé à parler, vraiment parler. Pour la première fois. On est allé en thérapie. On a vendu sa voiture. On a découpé les cartes de crédit. J'ai trouvé un vrai travail. Pas dans la vente. Je suis chef de projet pour une petite entreprise de construction. Ça ne paie pas beaucoup, pas encore, mais c'est un travail honnête. Je rentre fatigué et sale, mais ça me semble réel. J'ai l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement faire semblant. Il m'a regardé droit dans les yeux, et pour la première fois, je n'ai pas vu de jalousie ni de mépris. J'ai vu une lueur d'humilité. On vit dans un appartement de 2 chambres. Les enfants partagent une chambre. Ils se plaignent, mais ils apprennent à s'entendre. On est sur un budget strict pour la première fois de notre vie. On économise vraiment de l'argent pour leur fonds d'études au lieu de simplement supposer qu'il apparaîtra comme par magie. Et tu sais quoi? On est plus heureux. C'est fou, mais c'est vrai. J'étais si jaloux de toi, Ethan. J'étais jaloux de ton intelligence. Jaloux que tu aies réussi par toi-même sans avoir à jouer le jeu des apparences de papa. Et au lieu de t'admirer, je t'ai rabaissé parce que ça me faisait me sentir mieux. C'est de ma faute. Je voulais juste. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Il se leva, l'air d'un poids énorme s'étant levé de ses épaules. C'est tout. Je vais y aller. Léo, attends, dis-je, ma voix me surprenant par sa douceur. Il se tourna à la porte. Merci de m'avoir dit ça, dis-je. Et je le pensais. C'était la première fissure de lumière dans le mur de granit épais qui s'était dressé entre nous toute notre vie. Ce n'était pas une réunion. Ce n'était pas une solution magique. Mais c'était un début. C'était réel. 1 mois plus tard, une autre surprise. Un appel de mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais un instinct me dit de le faire. Ethan, dit-il. Sa voix était différente. Le tonnerre avait disparu. C'était juste la voix d'un vieil homme, hésitant et frêle. Salut, papa. Ta mère et moi faisons un petit dîner dimanche pour son anniversaire. Juste nous. On se demandait si tu viendrais. J'étais abasourdi. Ce n'était pas une exigence. Ce n'était pas une convocation. C'était une invitation, une question. De toute ma vie, mon père ne m'avait jamais invité à quoi que ce soit. Il m'avait informé de ma présence requise. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix trahissant ma méfiance. C'était le seul mot que je pouvais prononcer. Il y eut une longue pause à son bout du fil et je l'entendis prendre une respiration tremblante. Parce que, dit-il, et sa voix était épaisse d'une émotion que je ne pouvais pas situer, une émotion que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. Parce que ton oncle David m'a dit quelque chose après que tu l'aies vu la dernière fois. Il a dit qu'il avait essayé de me le dire il y a des années, après que tu aies vendu ta première entreprise. Il a dit, Richard, ce garçon est un génie. Tu devrais l'écouter, pas lui faire la leçon. Et j'étais trop fier pour écouter. Ta mère aussi. Elle m'a dit que j'avais tort, qu'on aurait dû être fier. J'ai passé si longtemps à essayer de faire de toi un reflet de moi-même, ou une déception pour ne pas être comme Léo, que je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment. Tu as construit quelque chose d'incroyable, fiston, un empire. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je suis désolé d'avoir essayé de le prendre. Ce n'était pas une excuse parfaite. C'était maladroit et intéressé à sa manière. Mais venant de lui, c'était un changement sismique. C'était un aveu. C'était la première fois qu'il m'appelait « fiston » et que cela sonnait comme un terme de respect, pas seulement un fait biologique. La fondation n'était pas seulement en train d'être reconstruite. Elle était en train d'être posée pour la toute première fois. Je suis allé à ce dîner. C'était dans leur petite maison de location. L'air était épais d'une odeur de poulet rôti et d'une histoire tacite de douleur. C'était gênant. La conversation était guindée au début, remplie des fantômes de choses que nous ne pouvions pas dire. On n'a pas parlé des maisons, de l'argent ou des avis d'expulsion. On a parlé de la météo, de mon travail, de leur nouveau quartier calme. Ma mère a servi le repas sur des assiettes dépareillées. Un petit détail qui en disait long sur la vie qu'ils avaient perdue. Mais quelque chose était différent. Quand j'ai parlé du nouveau projet de mon entreprise, mon père a écouté. Il a posé sa fourchette, m'a regardé et a posé des questions intelligentes.
Ma mère, pour la première fois, n'a pas qualifié mon travail de « truc d'ordinateur ». Elle a posé des questions sur mes employés, sur si je prenais soin de moi. C'était un petit changement, un minuscule changement de vocabulaire et de centre d'intérêt, mais cela signifiait tout. Il y avait une lueur d'intérêt sincère, de respect. En rentrant chez moi ce soir-là, les lumières de la ville défilant devant ma fenêtre, j'ai réalisé la vérité. Mon empire, ce n'était pas les 14 propriétés répertoriées sous Clearview Holdings. Ce n'était pas le bilan impressionnant de mon entreprise ou le chiffre sur mon compte en banque. Mon véritable empire, celui pour lequel je m'étais battu depuis le début, c'était le droit d'être moi-même. Le droit d'exister selon mes propres termes. Le droit d'être respecté pour ce que je suis, non pour ce que je pouvais fournir en silence. Établir ces limites a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Cela ressemblait à un acte de destruction, à tout raser jusqu'aux fondations. Cela m'a coûté ma famille telle que je la connaissais. Mais parfois, une structure est si pourrie et compromise de l'intérieur qu'on ne peut pas la réparer. Il faut la démolir et construire quelque chose de nouveau sur des fondations plus solides et plus honnêtes. Notre famille ne sera plus jamais ce qu'elle était. Les cicatrices sont là, un rappel permanent de la douleur que nous nous sommes causés. Mais ce que nous construisons maintenant est plus honnête. C'est fragile, oui, et hésitant, mais c'est réel. C'est construit non pas sur des secrets, des obligations et des ressentiments tacites, mais sur les fondations durement gagnées et attendues depuis longtemps du respect. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.